Bonjour à tous, bienvenue pour ce bulletin numéro 88 de la Web TV de Veille Stratégique. Exceptionnellement, donc, nous enregistrons ce lundi 10 février à 13 heures. Comme vous le savez, je suis à la fois un grand fan et puis aussi ça a été une partie de ma vie professionnelle, un grand fan de football américain. Donc cette nuit, c'était rendez-vous avec le Super Bowl jusqu'à presque 5 heures du matin, ce qui explique cet horaire un petit peu atypique pour lequel on vous avait prévenu si vous regardez l'intégralité des bulletins. Alors aujourd'hui, on va traiter de 3 sujets majeurs. On n'aura pas le temps de faire de l'actu en bref parce que vous allez le voir, c'est vraiment très très fourni. On va d'abord revenir sur le scandale de ce qu'on appelle USAID, toutes les révélations qui sont faites ces derniers jours, ces dernières heures, ça n'arrête pas, au sujet de ce que faisaient les États-Unis avec cette agence et ce que faisait notamment la CIA avec cette agence pour influencer les destins de plusieurs pays dans le monde. On reviendra bien évidemment sur l'actualité en Ukraine. On a eu pas mal de questions suite à la dernière vidéo, notamment avec l'arrivée des fameux Mirage 2000-5 en Ukraine, avec la contre-attaque locale des Ukrainiens dans le secteur de Soudja. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Les inénarrables analyses des experts de plateau sur le ralentissement des opérations militaires. Et puis on fera bien évidemment un passage approfondi sur ce qui se passe au Proche-Orient par rapport notamment aux déclarations de Donald Trump, mais pas que, vous allez le voir. Alors pour commencer, donc en ce qui concerne USAID, donc on en a déjà parlé la semaine dernière à 2 reprises, cette agence qui crachait de l'argent partout, et j'ai envie de dire sur tous les gens qui pouvaient ensuite influencer la politique nationale de leurs États, eh bien les révélations ne cessent de s'accumuler. En plus de ça, WikiLeaks s'est emparé du dossier. Il n'y a pas que ce qu'a pu dire Robert Kennedy Jr. ou ce qu'a pu dire Musk ou ce qu'ont pu dire d'autres politiciens américains. Là, WikiLeaks a mis les pieds dans le plat et ça ne fait qu'ajouter aux révélations puisqu'on découvre parmi toutes ces révélations que la dernière élection présidentielle au Brésil a été, alors je vais pas dire truquée au sens où il n'y a pas de bulletins de vote qui ont été ajoutés, il n'y a pas eu de bourrage d'urne, mais on sait que USAID a déversé énormément d'argent pour, d'une part, discréditer Bolsonaro, comme s'il en avait besoin, et puis surtout pour faire monter Lula. Et je me souviens, on en parlait à l'époque avec Régis de Castelnau, maintenant c'était il y a 3 ans, que Lula, à mes yeux, était un candidat du système, qu'il était beaucoup plus favorable aux intérêts de l'État profond démocrate américain que ne l'était Bolsonaro, qui était lui aligné sur Donald Trump et les positions de Donald Trump. Et je rappelle que Bolsonaro, pour désamorcer les choses, tous ces petits camarades militaires fascisants, néo-fascisants, qui ont tenu les rênes du pouvoir au Brésil, le considéraient comme un moins que rien. Donc venez pas tout de suite en commentaire nous dire c'était un méchant, il a fait le coup d'État. Ces camarades nous ont laissé comprendre que c'était vraiment excusez-moi l'expression, le neuneu de la bande. Donc voilà, c'était pas le couteau le plus affûté du tiroir et c'est pas lui qui allait restaurer les heures terribles de la dictature militaire brésilienne. Même s'il a fait des choses qui peuvent tout à fait mériter qu'on les commente et qu'on manifeste un désaccord. Donc on a ces révélations sur ce sujet-là, on a appris en ce qui concerne l'Ukraine. Alors là le budget de USAID qui est évalué à plusieurs milliards de dollars. 10% de ce budget depuis 2014 a été alloué à l'Ukraine. Donc c'est quelque chose de phénoménal. Ça a donc permis notamment, on le sait, de favoriser la persécution de l'Église orthodoxe en Ukraine, qui a été interdite l'année dernière, si j'ai bonne mémoire, au début de l'année dernière. Ça a aussi permis de participer à la déstabilisation qui est encore en cours de la Serbie, à mener en 2029 des émeutes en Moldavie. Donc on voit vraiment que c'est une pieuvre qui va dans tous les sens, que personne n'est épargné. On comprend bien sûr que l'Ukraine, depuis maintenant plus de 10 ans, est au cœur de cette réception massive de fonds, puisqu'on apprend qu'il y a des centaines de journalistes, que quasiment 99% de la presse ukrainienne était et je dis bien était parce que ça durait encore jusqu'à il y a 3 semaines, était financé par ce biais-là.
Donc pouvaient nous chanter tout ce que Madame Nuland et Monsieur Kagan pouvaient nous sortir comme ineptie via l'Institute for the Study of War. Ils faisaient comme LCI, ils faisaient que répéter la même chose. Si on regarde par exemple dans le Kiev Post, qui était un des principaux récipiendaires, quand on voit au jour le jour l'état des pertes de l'armée russe, si on les écoute, il n'y a plus d'armée russe. Et ce, depuis au moins plus d'un an et demi. Ils nous disent que je crois qu'on est à 785 000 morts du côté russe. Bref, il n'y a plus d'armée russe. Ils devraient déjà être arrivés à Moscou, mais ils ont continué de pouvoir sortir ce genre d'ineptie sans que ça pose de problème à personne et sans qu'on s'interroge, et surtout sans qu'on s'interroge sur le fait que c'est l'exact inverse qui se produit, c'est-à-dire que c'est plutôt le nombre de morts aujourd'hui de l'armée ukrainienne, même si on est plutôt autour de 600 000, mais voilà, la proportion a complètement été inversée par ce flot d'argent qui a fait dire à ces gens-là ce qu'on leur demandait de dire. Alors c'est pareil, on a découvert qu'au total, puisque là je parle de la presse ukrainienne, mais il n'y a pas qu'elle, on découvre qu'au total, l'USAID, via une de ses agences intermédiaires, Internews, a influencé 70 000 journalistes dans 21 pays différents. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation comme on l'avait vu avec les Wikileaks, en ce qui concernait les évasions fiscales, la corruption financière et compagnie. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a les masques qui tombent, c'est-à-dire qu'on sait, nous on en fait les frais depuis 2022, on fait les frais de gens qui sont payés indirectement, puisque tout ça, USAID, Internews, etc., ce sont des filtres de la CIA, sont payés par la CIA, sont stipendiés par une agence de renseignement d'un pays étranger pour dire ce que l'État profond américain veut qu'on nous fasse croire. Regardons bien les choses en face. Il faut appeler un chat un chat. C'est-à-dire que nous, on nous a accusés d'être stipendiés par Moscou. On n'a jamais été même contactés, que ce soit Veille Stratégique, que ce soit Régis de Castelnau, tous les gens que je connais qui sont dans cette sphère de la réinformation, et bien avant d'ailleurs la guerre en Ukraine, personne n'a jamais vu l'ombre d'un rouble, et surtout personne n'a jamais vu un Russe ou un agent russe nous approcher pour nous dire est-ce que vous voudriez pas prendre un peu d'argent pour dire telle ou telle chose. Jamais. Nous, on fait fonctionner notre cerveau, on analyse les faits, et on n'a pas besoin qu'on nous dicte notre conduite pour savoir ce qu'on a à dire et comment on doit le dire. Alors que là, on voit bien que on attend, parce que on nous parle de beaucoup de gens dans des pays étrangers pour le moment, mais ce qu'on attend avec une grande impatience, c'est le nom des journaux français qui sont touchés par cette corruption. Il faut appeler un chat, c'est une corruption, c'est une trahison de la charte de Munich, etc. On en est là. Ça pourrait, Régis de Castelnau en avait parlé, je m'en souviens en 2022, ça pourrait ramener tous ces gens-là au cas de Julius Streicher, qui est, je le rappelle, le seul journaliste à avoir été condamné à mort par le tribunal de Nuremberg après la Seconde Guerre mondiale, par rapport à ce qu'il avait écrit pour soutenir le Troisième Reich. Voilà, donc là, quand ces gens-là nous ont donné des grandes leçons de patriotisme, etc., alors qu'ils étaient dans la main d'une puissance étrangère, ils vous diront, bah oui, mais c'était notre allié. Bah oui, bien sûr, on peut trahir pour des alliés. Ça s'appelle quand même de la trahison. Toute l'histoire de la Ve République au cours de ces premières années n'est faite que de ça. Que de ça. Et moi qui étais toujours très admiratif du comportement notamment de Charles Pasqua à cet égard en tant que ministre de l'Intérieur pour mettre dehors les espions yankees quand il était nécessaire de le faire, au point même que d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon lui reconnaissait ce talent et cette grandeur d'âme de tenir le cap vis-à-vis d'un de nos alliés. Vous nous espionnez, c'est illégal, allez hop messieurs, vous dégagez. Et bien là, nous on a tous ces gens-là qui nous ont fait les parangons de vertu, les parangons du patriotisme, qui nous ont traité de tous les noms, qui nous ont menacés de mort, ne l'oublions pas, à plusieurs reprises, lâchement toujours, derrière des pseudos sur des comptes sur X notamment. Eh bien, on est en train de découvrir que tous ces gens-là travaillent, c'est parce qu'ils sont, je dis ça parce qu'ils sont rémunérés, travaillent pour une puissance étrangère, et pas n'importe quelle puissance étrangère, l'agence du renseignement central des États-Unis, la CIA. Voilà.
Magnifique. Hein. Donc dans la foulée, tout ça, alors ça ne signifie pas, il faut qu'on soit tout à fait clair, il faut pas être naïf, ça ne signifie pas que demain les États-Unis vont arrêter ce genre de politique à l'égard de pays qui les intéressent dans le monde. Bien sûr que non, ils vont continuer, sauf qu'ils passeront pas par USAID pour le faire. Ils passeront probablement un peu moins par la CIA, qui, je n'ai cessé de le dire, est l'ennemi notamment du Pentagone par rapport à plein de choses. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas un, mais des États profonds aux États-Unis. Ça aussi, je ne cesse de vous le répéter. Et donc, ça ne veut pas dire, bien sûr, que tout ça va s'arrêter. Ça veut dire que ça va prendre une autre forme. Et surtout que ça va plus tomber cet argent dans les mêmes mains. Alors je vous dis pas, hein, j'ai pas été cette nuit pendant le Super Bowl, il n'y a pas un agent américain qui m'a téléphoné pour me dire Monsieur Ferreira, est-ce que maintenant vous voulez bosser pour nous? Non plus. Hein, et même si on me le demandait, je dirais écoutez messieurs, je suis pas un traître à mon pays et donc ça ne m'intéresse pas. Voilà. C'est merci beaucoup de penser à moi, mais ça ne m'intéresse pas et vos intérêts sont les vôtres et mes intérêts sont ceux de mon pays et que ceux de mon pays. Donc dans la foulée pour faire des économies, hein, les États-Unis donc proposent de fermer ces Radio Free Europe et Voice of America qui existent depuis la guerre froide, qui avaient été créés pendant la guerre froide pour parler aux peuples d'Europe de l'Est et d'Europe centrale quand ils étaient sous la botte soviétique. Là, les États-Unis disent bon, nous, on n'a plus besoin de tous ces instruments-là d'influence, donc pour faire des économies, on les enlève. Donc il y a deux facteurs. Ça va continuer, mais différemment. Ça va plus profiter aux mêmes, c'est-à-dire que maintenant, ça va profiter. Et il faudra l'observer avec la même vigilance et avec la même acuité. Ça va profiter à tous ceux qui sont dans l'autre tendance politique, celle qui est proche de Trump. Et puis on va faire des économies d'échelle parce que ça sert à rien, comme le disait la porte-parole de la Maison-Blanche la semaine dernière, on en avait parlé dans la matinale avec Nicolas Stoker, de faire une pièce de théâtre à 37 000 $ la pièce ou 40 000 $ la pièce pour promouvoir le LGBT en Colombie. Hein, ça n'a aucun sens. C'est pas les intérêts des États-Unis, là c'est les intérêts du lobby woke LGBT+, le peuple de l'alphabet, comme disait Régis de Castelnau. Et puis voilà, c'est tout. Et une fois encore, on me dit qu'il y a beaucoup de gens qui s'offusquent que je parle de woke, etc., que je m'attaque au lobby LGBT. Je m'attaque bien au lobby LGBT et à la façon dont ils essaient de forcer le passage pour avoir justement toutes ces transitions de genre chez nos gosses, hein, voilà. Et puis le wokisme, c'est pareil, c'est la même chose, tout ça j'en veux pas, et je suis tout à fait contre ce genre de choses, et je suis contre le financement de ce genre de choses, que ce soit par les États-Unis, par la France, ou par n'importe qui demain. Fût-ce, par exemple, s'il y avait un retournement de régime, la République d'Iran. Voilà, je ne veux pas de ça. Voilà, c'est mon point de vue en tant qu'homme, en tant que chrétien. Ces choses-là, je n'en veux pas. Ça veut pas dire, je le souligne d'emblée, que j'ai quelque chose directement contre les personnes qui, elles, sont transgenres. Là, c'est autre chose. Hein. C'est comme le respect qu'on doit à tout être humain. C'est pas le genre ne change rien au respect qu'on doit à tout être humain. Par contre, les idéologies et les lobbies, ça c'est très différent. Je tenais à le préciser parce qu'il paraît que dans les commentaires, il y en a beaucoup qui sont énervés par ces positions-là. Voilà. Alors en même temps, on a eu donc les aveux de Biden qui nous a expliqué comment il avait fait pression sur Zelensky pour lui donner donc tout cet argent depuis USAID contre en échange le fait que Zelensky mette dehors le procureur général de l'Ukraine qui enquêtait sur Hunter Biden. Hein, voilà. Tout ça on l'avait dit, on l'avait expliqué, mais nous n'étions que des agents du Kremlin. Alors je sais pas, peut-être que maintenant, après nous avoir dit que Donald Trump était un agent russe, les petits comptes NAFO anonymes sans aucun courage vont nous expliquer que Joe Biden est gâteux, ce qu'on a toujours dit malheureusement pour lui, sans se moquer de lui outre mesure, parce que le gâtisme nous guette tous potentiellement. Mais en disant que quelqu'un qui est dans cet état-là, il peut pas être président des États-Unis, là c'est là qu'il y avait un problème. Et donc voilà, soit ils nous diront qu'il est finalement gâteux, qu'ils reconnaissent qu'il est gâteux, soit ils nous diront que lui aussi c'est un agent de Moscou pour avoir osé dire oui c'est vrai, j'ai fait ce qu'il fallait pour que mon fils ne soit plus embêté par le procureur général de l'Ukraine pour ses activités en Ukraine. Voilà, donc on a un tableau
global qui continue, à mon avis, de se dévoiler. J'ai pas fait le point ce matin à mon réveil tardif pour savoir s'il y avait d'autres nouvelles. J'en ai pas vu, mais je pense qu'on en verra encore. Et je vous dis maintenant, ce qui va être très intéressant, c'est de voir comment, alors moins d'argent, parce que là, il est clair que les Américains vont pas dépenser autant d'argent. Ils vont essayer d'être beaucoup plus rationnels, mais ils vont continuer de faire de l'influence. Et d'ailleurs, tous les États en font. Et tous les États, c'est de bonne guerre, ça fait depuis toujours. Alors les États-Unis, eux, c'est qu'ils sont toujours à la pointe et que les sommes qui sont investies par rapport à ce que font d'autres pays sont toujours beaucoup plus importantes. C'est tout. Bien sûr que Moscou en fait, bien sûr que Pékin en fait. D'ailleurs, Pékin est, semble-t-il, bien plus en avance que tous les autres derrière les Américains. Donc il faut le surveiller, il n'y a aucun problème avec ça. J'ai rien contre la République populaire de Chine, mais je veux pas non plus que eux ou personne d'autre vienne interférer dans les affaires nationales de mon pays. Voilà, c'est tout. Tout comme moi, je refuserais qu'on aille le faire chez eux. C'est chacun chez soi et tout ira bien. Y compris, par exemple, sur les problèmes dont on a parlé la semaine dernière de ce qui se passe en Afrique centrale. Donc voilà. Aujourd'hui, on va voir cet argent diminuer en volume et être entre guillemets mieux investi par rapport à ce que veut faire l'Amérique. Je pense que on le verra peut-être de manière plus forte et moins dissimulée aussi, c'est-à-dire que les Américains version Donald Trump, ça va être pour dire bah oui on le fait et alors fuck off, si vous me permettez cette expression. Et pourquoi ? Parce que vu que Trump ne veut pas poursuivre ou lancer ou démarrer des guerres ouvertes avec un versant militaire majeur, eh bien, il utilisera probablement encore plus cette méthode-là, tout en investissant mieux l'argent dont il dispose pour le faire. Voilà, tout simplement. Il faut être absolument réaliste sur cette question. Ça ne va pas s'arrêter. Simplement, ça crée une révolution culturelle parce que ça ne va plus tomber dans les mains de tous ceux qui nous cassent les oreilles depuis des années. Voilà, c'est-à-dire tous les pro-Union européenne, tous les pro-OTAN complètement fous, tous ceux qui ont abandonné notre souveraineté depuis 1969 par cascade, parce qu'ils sont tous coupables de ce qui se passe depuis 1969, depuis que le général de Gaulle a démissionné de son poste de président de la République. Ils ont tous quelque chose à se reprocher dans l'effondrement de notre souveraineté les uns comme les autres. Je ne me fais aucune illusion en tant qu'historien sur le fait que certains partis ou certains lobbies se soient écartés de la voie de la trahison petit à petit. Quels qu'ils soient, quel que soit leur bord politique, y compris et malheureusement ceux qui se sont réclamés du gaullisme pendant les 50 dernières années. Donc voilà, ça va se poursuivre et on verra donc du coup d'autres gens profiter de cet argent et ça permettra au moins, je dis pas que c'est une bonne chose en soi, mais ça permettra au moins de se débarrasser de l'hégémonie de cette idéologie progressiste, pro-Union européenne, la souveraineté c'est mal, les hommes blancs de plus de 50 ans, etc., l'héritage chrétien, etc., tout ça c'est mal. On n'entendra plus ça. Ça aura au moins ça comme intérêt. Maintenant, il faudra voir qui ça va porter au pouvoir et est-ce que ça servira encore les intérêts des États-Unis ou est-ce que ça finira de nouveau par servir les intérêts de la France et puis bien sûr, parce qu'on est dans un espace européen, à servir les intérêts des autres États et surtout, parce que c'est là le plus important, les intérêts des peuples européens. Voilà. Donc restons attentifs, on va voir encore beaucoup de choses être révélées. Je vous dis, c'est une espèce de cascade, une fontaine ou une source qui jaillit et qui semble être intarissable. On verra. Bon, je pense qu'au bout d'un moment, les révélations cesseront. C'est peut-être là qu'il faudra s'intéresser à ce qui se passe du coup en coulisses pour essayer de comprendre maintenant comment les États-Unis vont faire de l'influence dans le monde et qui va en profiter dans notre pays et dans notre espace européen. Alors maintenant, on va passer à la situation en Ukraine. Alors je vous affiche tout de suite la carte des opérations. On va parler de Souja, de Liman, de Pokrovsk et d'Andrivka aujourd'hui. Mais avant de passer à l'étude de chacun de ces secteurs, je vais revenir donc sur deux choses qui sont très intéressantes. Alors d'abord, vous nous avez demandé les Mirage 2000-5. Bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise ?
c'est des avions qui, quand ils sont apparus dans l'armée de l'air française, quand ils sont entrés en dotation, étaient des avions de bonne qualité. J'ai dit tout le bien que je pensais de ce qu'avait fait Dassault en termes d'avions de chasse depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et je vais pas vous dire que c'est des mauvais appareils. Ce que je vais simplement vous dire, c'est que par rapport à la nature du combat aujourd'hui au-dessus de l'Ukraine, ces appareils-là, ils ont quasiment aucune chance d'avoir une durée de vie prolongée, c'est tout. Voilà, faut pas se voiler la face, et c'est ça qui est malheureux, c'est-à-dire que tout comme les Léopard 1 ou Léopard 2 ou les M1 Abrams A1 ou les Challenger de Britannique, on va les voir flamber, on va les voir détruits. Voilà, c'est-à-dire qu'on va dire, voilà, ou pire encore, comme pour nous Français, la honte de la honte. On a vu des images là sur Telegram d'un VAB français complètement renversé avec ses 4 roues. Tous les hommes de ma génération qui ont fait leur service militaire, personne n'a jamais entendu quelqu'un, que ce soit un appelé ou que ce soit un officier de quelque rang que ce soit ou un sous-officier, dire du bien des VAB à 4 roues. Personne, tout le monde a toujours dit, encore la version 6 roues, pourquoi pas. Moi qui étais à la délégation générale de l'armement pendant une partie de mon service militaire, je peux vous dire que c'est pareil, vous discutiez avec les gens qui étaient responsables en amont de la conception de ces matériels, ils vous disaient, pourquoi on n'a pas gardé le modèle 6 roues qu'on a conservé que pour l'export, alors que c'était le meilleur ou le moins mauvais des deux. Donc là, on les voit en Ukraine, c'est désastreux pour l'image de notre industrie d'armement, idem pour les AMX-10 RC qui étaient de formidables machines pour les unités de cavalerie de reconnaissance. Là aujourd'hui, on les voit se faire ratiboiser parce que leur emploi dans cette situation-là, dans ce conflit-là, est complètement c'est fou, ça devrait pas avoir lieu. Voilà, donc aujourd'hui, on va avoir la même chose avec les Mirage 2000-5, on va en voir tomber peut-être un ou deux. Pire encore, on va peut-être en voir certains être détruits au sol par un tir d'Iskander quand les Russes auront repéré exactement sur quelle base ils se trouvent. Voilà, et donc on parle de 6 appareils, mais qu'est-ce que ça va changer? La flotte en face d'avions de combat russes s'élève à environ 270 voilures. Vous imaginez, et plus, bien évidemment, parce que le grand risque, c'est pas un combat... c'est pas un combat aérien, c'est encore moins un dogfight à la mitrailleuse, mais au canon. Ça va être le tir d'un S-400 qui va les envoyer au tapis. Donc, à quoi bon? Tout ça, c'est de la com, ça permet à Macron et à Le Cornu de se faire de briller sur les réseaux sociaux à peu de frais, et puis voilà, et de dire on a aidé l'Ukraine. Ah oui, c'est bien, pour pas grand-chose au final, comme d'habitude en termes de résultats. Voilà, alors on comprend que des gens comme l'hôtesse de l'air là, qui s'amuse à calomnier des vrais aviateurs, lui soit là, c'est génial, ça va être le game changer, puis il s'est retweeté par ses camarades experts du plateau d'LCI, et puis tout le monde est content, voilà, sauf les 6 pilotes ukrainiens, peut-être un peu plus, qui ont été formés dessus et qui eux vont risquer leur vie au-dessus du ciel de l'Ukraine dans ces appareils-là, voilà. Alors à noter aussi au niveau des nouveautés tactiques de l'armée russe ou des nouveautés, des innovations sur le terrain, je vous invite à vous abonner à la revue de géopolitique profonde, que ce soit en janvier ou là dans le numéro de février qui vient d'arriver. J'ai fait en 2 parties une analyse de la façon dont l'armée russe avait évolué en 2023 et 2024. Et là pour 2025 il y a déjà des nouveautés. On a vu dans le secteur entre Bakhmout, donc Artyomovsk et Chassovyar, les Russes installer des filets type filet de chalut de pêche au-dessus d'une route. C'est-à-dire qu'ils déploient des poteaux, ils installent les filets sur plusieurs centaines de mètres pour qu'en fait les drones peuvent voir ce qui se passe, mais peuvent absolument pas attaquer puisqu'ils seraient pris dans les filets et donc ils n'auraient aucune chance de toucher les véhicules. Donc on va voir si c'est un one-shot, on va voir si c'est une technique qui se développe dans d'autres secteurs et qu'on verra les images. C'est des images tout à fait officielles qui ont été filmées par les Russes eux-mêmes, qui ont mis ça en avant sur les réseaux ce week-end sur Telegram. Donc voilà, encore une nouveauté, on se posait la question,
comment rétablir une partie de la mobilité, notamment sur sur le front lui-même, c'est très compliqué parce que vous n'allez pas déployer le filet à mesure que vous avancez vers les positions défensives ennemies, mais en tout cas sur l'immédiat arrière-front, pour permettre un acheminement de la logistique et d'éventuelles concentrations de véhicules, eh bien on peut imaginer donc cet emploi des filets, et je rappelle, parce que les gens pourraient dire « Ah ouais, c'est génial, qu'est-ce qu'ils sont brillants et tout », c'est pas une nouveauté dans l'histoire. Alors bien sûr, c'était pas pour se protéger des drones, c'était avec des filets de camouflage sur de grandes étendues. Je dis pas le filet de camouflage posé sur un véhicule dans un coin de ci ou de là. Je parle d'un emploi de filet à grande échelle pour camoufler ce genre de concentration. Eh bien, c'est ce qu'on avait trouvé dès 1917, à la fin de l'année 1917. J'en ai fait l'étude dans mon mémoire de Master 2, des concentrations de chars de l'armée britannique avant l'assaut sur Cambrai, dans le secteur de Cambrai en novembre 1917. Voilà, donc c'est pas une idée nouvelle, c'est une adaptation de cette idée dans des circonstances qui, elles, ont évolué. Alors maintenant, en ce qui concerne les opérations sur le terrain, donc vous le voyez, on va parler de Soudzha, de Liman, et ensuite bien sûr de Pokrovsk et d'Andrivka. Alors on va commencer par Soudzha, puisque à chaque fois c'est devenu une espèce de petit jeu, On fait un bulletin, on l'enregistre à 8h du matin, une fois qu'on a fini l'enregistrement, on commence à faire le montage, et puis quand on a fini le montage, on lance l'upload de la vidéo, et on se connecte sur les réseaux pour voir s'il n'y a pas eu quelque chose. Et ben le jeudi, ça n'a pas loupé pour la 4, 5 ou 6e fois depuis qu'on fait ces vidéos. Il y a eu du nouveau, c'est-à-dire que les Ukrainiens ont lancé donc une contre-attaque locale, pas une contre-offensive, pas une offensive, pas une attaque, une contre-attaque locale dans le secteur de Soudzha. Contre-attaque qui là a une intelligence très immédiate, c'est de dégager les abords de Soudzha. Là, je dis que je reconnais que les Ukrainiens, alors faut pas se méprendre, parce que ça leur a coûté très cher. Ça leur a coûté beaucoup de matériel, chars, véhicules de transport, de troupes blindées. On a vu ça sur les réseaux, les drones russes se sont déchaînés. Mais au moins, ils ont réussi à dégager pour partie les abords de Soudzha. Donc, on comprend l'intérêt militaire tactique immédiat de cette action. Maintenant, faut pas venir nous vendre que c'est une contre-offensive. Faut arrêter Il y a eu une contre-offensive ukrainienne dans le secteur de Kherson, Zaporozhye, enfin surtout Zaporozhye en 2023. Là, c'est pas du tout le cas. Là, c'est des contre-attaques locales pour avoir un intérêt local. Et vous le voyez, c'est bien évidemment, on n'a pas arrêté d'en parler, que la R200, qui est en turquoise sur la carte, soit éloigné des premières lignes russes, parce que c'est la ligne de vie de toutes les unités ukrainiennes qui sont dans la zone. Je rappelle que la dernière fois, les Ukrainiens avaient poussé vers Berdine, que j'ai encadré en rouge là-haut. On se demande toujours à quoi ça a servi. On aurait eu des attaques lancé déjà dans le secteur sud-est et sud de Soudzha pour dégager Soudzha. Là, comme ça a été le cas en fin de semaine dernière, tactiquement, c'était tout à fait compréhensible et explicable. Voilà. Alors maintenant, les Russes ont stoppé l'avancée des Ukrainiens, qui représente, donc on vous l'a indiqué, à peu près 4 km dans la profondeur. Et là, la position des Ukrainiens est compliquée, parce que pour insérer de nouveaux éléments pour éventuellement éradiquer tout ce qui se trouve là où il y a la flèche rouge, c'est-à-dire là où les Russes, là où les Russes ont lancé leur contre-attaque à eux pour résorber cette progression, eh bien ils sont dans une espèce de couloir où il n'y a qu'une seule voie d'accès, une seule route qui est à côté de la flèche bleue qu'on a marquée sur la carte. Et donc cette route, elle est sous les feux de part et d'autre de l'armée russe. Donc automatiquement, pour pouvoir dégager encore plus, il va falloir élargir et donc attaquer sur 3 côtés différents ou en stabiliser un ou deux pour attaquer ailleurs. Ça va être très très compliqué.
Voilà, donc pour le moment, ça a un effet, cette contre-attaque locale a un effet tactique immédiat de dégagement du sud-est de Souja. Maintenant, il ne faut pas que ça devienne un piège dans lequel des unités ukrainiennes se feraient encercler ou détruire, comme c'est malheureusement le cas pour eux dans tout le reste du saillant, puisque le saillant, sur 3 côtés, donc pas sur, maintenant, depuis jeudi que sur 2 côtés, vous voyez toutes les flèches rouges ailleurs, ce sont les attaques locales russes, qui pressent, comme on l'avait vu déjà la semaine dernière, depuis notamment la partie ouest du saillant et désormais aussi depuis la partie nord. Donc la situation reste extrêmement tendue pour l'armée ukrainienne dans cette zone. Mais cette contre-attaque a eu un objectif et un but tactique intéressant, de valeur ajoutée intéressant et qui pour le moment a fonctionné. Faudra voir si cette avancée n'est pas réduite dans les jours qui viennent, et puis surtout si les moyens que les Russes ont réussi à détruire dans les forces ukrainiennes engagées n'étaient pas tellement importants que maintenant ça empêche les Ukrainiens de tenir ailleurs, hein, parce que c'est toujours ça le problème. Donc ça c'est pour Souja. Ensuite on va passer donc du côté de Liman. Donc Liman, on est au sud de Kupiansk et de la poche ukrainienne à l'est de l'Oskol. On est toujours le long de l'Oskol, hein, vous voyez, mais on est dans la partie qui est au sud de la rive de l'Oskol, donc c'est une autre très vaste tête de pont, hein, des Ukrainiens sur la rive orientale, donc notamment le secteur, hein, le plus important que défendent les Ukrainiens dans cette zone, c'est l'autre rivière, hein, donc vous la voyez notamment agrandi sur le cartouche qui est sur la droite en bas, c'est le Serebets, où là, les Russes, eux, sont en train de créer plusieurs têtes de pont depuis un moment. Alors, vous le voyez au nord, hein, ils ont franchi cette partie-là depuis déjà très longtemps. La tête de pont s'agrandit dans cette zone parce que l'objectif, c'est Borova, que vous voyez donc sur la carte la plus importante. Hein, il y a l'icône des bombes qui ont été larguées sur cette ville, qui est le cœur de la défense ukrainienne dans la zone. Et on voit donc au sud, dans le secteur de Yampolivka, que les Russes ont donc conquis, là le Serebets, hein, ça fait comme une espèce de réservoir qui est très large à franchir, avec des moyens qui sont dérisoires en termes de pont, hein, et donc les Russes ont installé une tête de pont autour d'Ivanivka, et depuis le début du week-end, ils élargissent cette tête de pont, et puis ensuite, un peu plus au nord, dans le secteur de Makivka, là encore, la tête de pont russe s'agrandit, hein, vous voyez là le Serebets, il serpente de part et d'autre de Makivka, et les Russes continuent d'agrandir leur tête de pont. L'objectif, c'est au nord de prendre Borova, et puis au sud, hein, vous le voyez sur la grande carte, vous avez Liman qui est indiqué, parce que toutes les attaques qui se sont déroulées depuis Zarichne, Torske, et puis ensuite au sud, Yampil, Grigorivka, etc., en bas de la carte, hein, tout en bas de la carte, tout au sud. Tout ça, c'est dans une zone boisée forestière très dense, toutes les attaques ont échoué, et donc les Russes ont compris que pour atteindre Liman, il allait falloir déborder les défenses ukrainiennes globalement par le nord, et venir border l'Oskol dans le secteur de Borova. Voilà, donc on assiste de nouveau à des opérations offensives dans cette zone-là, alors que c'est un secteur qui était un petit peu plus calme ces dernières semaines. Je dis bien un petit peu plus calme, puisque nous n'en avions pas parlé, je crois, depuis au moins 3 semaines. Alors ensuite, on descend. Alors, je passe rapidement sur ce qui se passe à Chassovyar. Il n'y a pas de modification substantielle de la ligne de front. Pardon, je passe également sur ce qui se passe à Toretsk, parce que là encore, les Russes continuent de consolider les flancs. Alors les gens me disent, ah bah oui, mais vous aviez dit que Toretsk était tombé mi-janvier. La ville, les frontières administratives de la ville de Toretsk ont été libérées des forces ukrainiennes à la mi-janvier.
Aujourd'hui, quand on vous dit Toretsk vient de tomber, ce qui est tombé, c'est les faubourgs. Et c'est important, hein, parce que ce sont les faubourgs qui contenaient notamment tout ce qui était industrie et mines, et sur lesquels s'était accrochée la défense ukrainienne. Donc c'était pas n'importe quoi à conquérir. Mais néanmoins, la ville elle-même, puisque nos amis anonymes des comptes NAFO sont toujours là pour dire « Ah bah oui, mais regardez, il restait un bout et tout. » Oui, bah, les frontières administratives de Toretsk ont été libérées des forces ukrainiennes entre le 13 et le 15 janvier dernier. Tous les combats auxquels nous avons assisté et toutes les conquêtes qui ont été réalisées par les Russes depuis, c'est consolider les abords de Toretsk. Alors c'est les zones industrielles, c'est les mines, qui ont représenté donc un combat, enfin qu'on engagé des forces et qu'on donné lieu à des combats de très haute intensité, puisqu'il n'y a pas eu d'encerclement de la ville qui a été possible, qu'il a fallu faire tout ça de manière frontale et de vive force. Alors on a beau avoir notre camarade Goya sur les plateaux d'LCI qui vient encore nous dire « Ah bah oui, mais à part Toretsk et encore, hein, c'est pas grand-chose ». Ben non, monsieur Goya. Toretsk, les Ukrainiens y ont investi sur tout le temps de la bataille environ 40 000 hommes. Alors si c'était rien, ils auraient pas investi, hein, il n'y a pas eu 40 000 défenseurs simultanément, mais il y a 40 000 Ukrainiens qui sont comme nos aïeux sont passés à Verdun pour la défendre. Et bien là, c'est pareil, les Ukrainiens ont investi au total 40 000 des leurs pour défendre Toretsk. Alors monsieur Goya, si Toretsk c'était pas grand-chose, vous pensez qu'ils auraient investi autant de gens pour la défendre? J'en suis pas sûr du tout, je le pense même pas du tout. Donc ça fait que c'est bien ce que j'ai toujours dit depuis un mois. Cette ville, c'est la 6e grande zone urbaine conquise de vive force par l'armée russe en moins de 3 ans, et qui plus est là dans un assaut frontal, après celui qui a eu lieu à Bakhmut, et après celui qui a eu lieu à Lysychansk et Severodonetsk. Donc et auquel il faut bien sûr ajouter ceux qui ont eu lieu grâce à des encerclements, enfin ces conquêtes qui ont eu lieu grâce à des encerclements à Mariupol ou à Avdiivka. Voilà. Donc, moins de 3 ans, 6 grandes zones urbaines fortement défendues. Hein, Toretsk, on vous a assez montré les cartes. Il y avait des fortifications partout. C'était, on va dire, la petite sœur d'Avdiivka en termes de fortification. Je rappelle que M. Goya nous disait qu'Avdiivka, c'était la zone la plus fortifiée d'Europe, sinon peut-être du monde, hein, avant que la guerre ne commence. Voilà, donc les Russes ont pris tout ça en moins de 3 ans. Et je le répète, seule l'armée rouge l'a fait avant l'armée russe en 1945 de prendre autant de villes de cette nature, de cette manière. C'est tout. Voilà, donc venir nous dire « Oh, ils ont pris Toretsk, oui, c'est pas grand-chose. » Très bien. Et les Russes ont perdu du monde. Et j'insiste tout de suite, ça a coûté cher aussi à l'armée russe pour la conquérir, cette ville. Voilà, si les autres ont engagé jusqu'à 40 000 hommes au total en rotation pour tenir ce secteur, vous imaginez bien qu'ils se sont battus bec et ongle et que les Russes ont perdu du monde. Voilà. Donc c'est pas une petite bataille et c'est pas anecdotique. Même si c'est vrai, on en a parlé la semaine dernière, qu'on s'étonne que depuis à peu près un mois, je vous renvoie à ce que dit mon ami Marc Legrand sur son compte X, hein, on vous a mis en lien l'autre jour, n'hésitez pas à le suivre également sur cet aspect-là ou sur l'aspect des pertes, il est très à jour sur les pertes de l'armée ukrainienne notamment. Et donc, on a vu qu'il y avait un ralentissement, ça c'est vrai, mais ce ralentissement, on a appris notamment, hein, Marc Legrand l'a expliqué, je crois c'était samedi de mémoire, que l'armée ukrainienne avait perdu 159 tubes d'artillerie au mois de janvier. Donc automatiquement, les opérations, elles sont moins intenses parce que s'il y a moins de tubes d'artillerie pour d'un côté se défendre et que les autres sont en pleine restructuration de leurs unités, pour reprendre des assauts importants. Enfin, je rappelle que quand on dit ça s'est ralenti, dans l'intervalle dont on parle, donc les Russes ont pris Toretsk, les Russes ont pris Kurakhove, les Russes ont pris Velika Novosilka, les Russes ont commencé l'investissement de Pokrovsk, les Russes ont créé une tête de pont au nord de Kupiansk sur l'Oskol. Oui, ça se ralentit parce qu'on constate une baisse du nombre de pertes de part et d'autre, etc. Mais ça s'est pas arrêté pour autant. Hein, et je pense qu'il n'y a pas un seul des hommes qui est de part et d'autre dans un des secteurs que je viens de mentionner pour lequel il a l'impression que ça a ralenti. Donc je me garderai bien d'appliquer ce genre de jugement par rapport à la situation.
Donc dans le secteur de Pokrovsk-Mirnograd, vous le constatez, donc les Russes continuent des attaques quasiment tout le long de la ligne de front au sud de l'agglomération, de part et d'autre pour continuer les opérations d'encerclement, donc tout à droite de la carte, pour maintenir la coupure sur la route T0504, pour qu'il y ait toujours plus de contact entre l'agglo de Pokrovsk-Mirnograd et Konstantinivka. Et puis ce qui est à noter, donc tout à l'ouest, donc complètement sur le bord gauche de la carte, c'est que les Ukrainiens ont lancé des contre-attaques locales et notamment en direction de Kotliné, le village qui est au-delà de la route T0406 et de la voie ferrée que les Russes avaient conquis les semaines précédentes. Eh bien, vous le voyez, les Ukrainiens ont lancé des contre-attaques dans ce secteur, enfin une contre-attaque dans ce secteur-là. Et si on regarde le cartouche qui se trouve donc en haut à gauche, vous avez également eu une contre-attaque locale sur le secteur de Pitchané, parce que les Ukrainiens doivent se dire, voilà, il faut qu'on desserre l'étau sur cette partie-là du front pour qu'on rouvre nos voies d'accès et pour éviter que les Russes finissent par nous encercler. Donc, ça valide indirectement la manœuvre russe comme étant pertinente, et on voit que les Ukrainiens, qu'on n'avait pas vu à la contre-attaque dans cette zone depuis très longtemps, ont, semble-t-il, attendu d'avoir rassemblé des moyens pour le faire. Voilà, donc là encore, contre-attaque locale avec un effet recherché valable, qui n'a pas pour le moment abouti. Là, ce matin, la seule nouveauté que j'ai pu voir sur les réseaux Deep State, réseau OSINT ukrainien, proche de l'état-major, qui nous dit la contre-attaque, elle continue. Donc il va falloir guetter d'ici la fin de la journée ce qu'il en est et quels sont les résultats obtenus par les Ukrainiens dans ce secteur. Mais qui reste donc le secteur majeur des combats et d'engagement de l'armée russe, avec ce qui se passe donc tout au sud de cette zone, à quelques dizaines de kilomètres au sud, la bataille d'Andrivka qui se poursuit. Alors comme je l'avais annoncé, c'est pareil. Jeudi, je vous dis, Dachné va probablement tomber dans les jours qui viennent. Pareil, en début d'après-midi, jeudi, Dachné, intégralement conquis par l'armée russe. Vous le voyez, il y a le cartouche sur le côté droit de la carte, sur la façon dont les Russes maintenant attaquent depuis Dachné. La tête de pont, entre guillemets, russe dans Andrivka est encore agrandie depuis le dernier bulletin, et les assauts russes se poursuivent sur la partie sud pour essayer donc de prendre pied directement dans Constantinople, parce que Oulakli, c'est pas là que se joue vraiment la suite des opérations. Vous le voyez là, c'est dans le cartouche qui est à gauche. Les Russes attaquent directement sur la rive. Donc c'est la rive gauche de tous ces petits cours d'eau en direction de Constantinople directement, puisqu'il y a un pont qui enjambe ces cours d'eau et qui relie Constantinople à tout le saillant qui s'est développé entre Oulakli et Dachné. Donc une fois encore, bagarre importante en zone urbaine, combat probablement, si on croit les images, acharné. Je suis donc toujours dubitatif sur le fait que les Ukrainiens s'accrochent à tout ça sous prétexte que ça leur permettrait de construire de nouvelles lignes de défense. J'attends un point, je pense qu'on l'aura jeudi, sur les matériels dont dispose l'armée ukrainienne au niveau du génie pour construire ces fameuses zones de défense supplémentaires. Et je pense que malheureusement, tout ça, c'est de l'enfumage parce qu'ils n'ont pas assez de moyens pour pouvoir le faire. Je dis pas qu'ils en ont pas, mais ils en ont pas assez. Et que ça justifie donc pas qu'on s'accroche au terrain de cette manière tout à fait insensée. Voilà donc, chers amis, ce qu'on peut dire sur la situation en Ukraine en ce milieu de journée. Et donc à surveiller, d'une part, la contre-attaque en cours des Ukrainiens au sud-ouest de Pokrovsk, et puis de voir si dans le saillant de Soudja, les Russes résorbent ou non le dégagement qui pour le moment a fonctionné des abords sud-est de Soudja par l'armée ukrainienne. Alors avant de passer à la situation au Proche-Orient,
Un très grand merci à vous pour tous ceux qui se sont abonnés sur Patreon. Ça a été avec une très grande joie qu'on a discuté avec certains abonnés une nouvelle fois jeudi soir dans la visioconférence dite du mois de janvier qui avait été reportée pour mes raisons de santé. Mais donc ça veut dire qu'il y en aura une autre le 27 février prochain, hein, celle du mois de février aura lieu le 27 février prochain. Donc si vous êtes abonné Patreon, vous serez invité à nous rejoindre. Et on a eu une heure et demie d'échange, vous posez des questions et puis après on a des échanges informels. Donc ça nous permet, nous, d'avoir un financement qui est plus lisible dans le temps pour nos investissements. Et puis vous, ça vous donne accès à un article minimum par jour traduit, hein, puisqu'on sait que le gros problème, c'est d'avoir accès à nos canaux d'information qui sont tous en anglais et que les Français sont peu anglophones. Donc on fait l'effort de vous fournir des articles traduits en français, au moins une fois par jour, 6 jours sur 7, on se repose le dimanche, et d'avoir aussi des vidéos, des choses comme ça qui sont pas publiables ailleurs. Et je profite de l'occasion pour vous dire qu'on a tenté de faire une campagne de publicité, donc comme je l'annonçais pour la vidéo précédente, et qu'on s'est fait rembarrer pour les mêmes raisons que la dernière fois, donc c'était au printemps 2024, à savoir qu'on nous reproche de faire de la publicité électorale par rapport aux États-Unis, puisque nous parlons de Donald Trump, de Joe Biden, etc. Les élections ont beau être terminées, les règles de publicité de Google par rapport à YouTube, etc., au niveau des campagnes de publicité, puisqu'on parle et que les élections américaines sont tous les 2 ans, faut pas parler de ces gens-là pendant une vidéo entière pour en faire la publicité. Alors en ce moment, c'est très compliqué, donc on ne peut toujours pas faire la promotion. Faudrait qu'on fasse, alors on verra quand on fera la vidéo sur les forces armées américaines en mars, si celle-là on peut en faire la promotion, puisqu'on évitera de nommer les personnages politiques et on parlera que des militaires, mais j'en suis pas certain. Et puis sinon, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire une vidéo promotionnelle de quelques minutes, et c'est celle-là qu'on mettra en avant dans notre campagne publicitaire pour faire connaître la chaîne. Et donc, conclusion, on a besoin quand même donc encore de vous, alors pas seulement financièrement en vous abonnant à Patreon ou en faisant des dons ponctuels sur PayPal. Je remercie d'ailleurs les derniers donateurs, certains ont été extrêmement généreux, donc on les remercie, mais aussi donc en faisant le partage de toutes nos publications pour aider à notre référencement. Il y a encore des gens qui dans les commentaires viennent nous dire pourquoi vous n'avez pas 300 000 abonnés. Parce que on est blacklisté, on a expliqué au début. Voilà, l'argent de l'USAID, c'était pas pour aider à notre développement, et même si on avait voulu nous en donner, on ne l'aurait pas pris. Mais donc il y a que par le biais du bouche à oreille quelque part de votre part qu'on pourra y parvenir. Donc n'hésitez pas. Continuez de partager cette vidéo, de poser des questions, d'ajouter des commentaires positifs, des compléments d'information. Et puis continuez de partager toutes nos autres publications sur tous les autres réseaux, Facebook, Telegram, qu'est-ce qu'on a dit sur mon compte Tercios del Sol sur X, faut y aller, et le blog bien sûr, j'allais oublier le blog. D'ailleurs, pour ceux qui s'étonneraient qu'on parle pas de la République démocratique du Congo, on a publié ce matin au réveil, on a traduit un papier de Sputnik Africa sur la situation en RDC, pour pas qu'on fasse un bulletin d'1h30, vous pouvez accéder gratuitement sur le blog à ce bulletin de situation. Voilà. Alors maintenant, on va passer au Proche-Orient. Alors pour parler d'abord de la situation en Palestine et en Israël. Avant d'aller sur le terrain et de voir la carte, on va d'abord commencer par les aveux de Yoav Gallant, l'ancien patron de l'armée israélienne, qui nous dit, voilà, ce que tout le monde subodorait, ce que plusieurs témoins israéliens avaient donné comme information dès novembre, même fin octobre, je crois, en Israël, sur certaines radios, eh bien, les Israéliens ont bien utilisé la fameuse doctrine Hannibal le 7 octobre, doctrine qui prévoit donc de tirer dans le tas pour éviter que les Palestiniens prennent des otages. Voilà, ce qui explique d'ailleurs une partie des destructions autour du festival de musique qui avait lieu dans le désert,
puisqu'on voyait bien que c'était pas des armes légères type Kalachnikov qui avaient détruit les véhicules, que c'était probablement un tir de missile Hellfire qui avait décarcassé les voitures, incendiées et compagnie. Donc voilà, donc Yoav Gallant dit bah oui, on a utilisé la doctrine Hannibal, donc on a probablement sur la conscience des dizaines de morts. Hein, là j'ai le bilan sous les yeux sur la carte. On nous dit que côté israélien, il y a eu donc 1800 morts depuis donc le début. Depuis le 7 octobre, il faudra savoir maintenant combien sur ces 1800 morts, qui donc sont globalement des gens qui sont morts le 7 octobre, combien ont été tués par ces tirs des hélicoptères israéliens. Alors ça, c'est pas, bien évidemment, c'est pas l'immense majorité, hein, c'est une proportion importante, reste à la déterminer. D'autant que Gallant, pour essayer de se couvrir, dit bon bah voilà, dans certains cas on n'avait vraiment pas le choix. C'était ça où il y avait encore 10 ou 20 otages de plus, et puis dans d'autres cas on avait le choix et on a quand même préféré tirer de manière quasiment aveugle et systématique. Donc ça interroge énormément sur la validité de cette doctrine. Hein, je pense que là aujourd'hui en Israël, alors peut-être que voilà, hein, ils pourront toujours se dire comme certains rabbins extrémistes, bah de toute façon c'était des athées, de toute façon c'était des gens qui étaient perdus pour le peuple juif parce que au lieu de célébrer la Torah, puisque je vous rappelle que le 7 octobre c'était le jour de la réception de la Torah, de la fête de la réception de la Torah, au lieu de fêter ça, ils étaient tous en train de s'enivrer comme je sais pas quoi dans le désert. Finalement, leur sort, on s'en fiche un peu. Hein, ils étaient expendables. Voilà, ils étaient sacrifiables. Donc il va falloir voir ce que les enquêtes autour de tout ça finiront par nous dire, ou ne pas nous dire sur le nombre d'Israéliens, de civils qui ont été tués par leur armée dans le cadre de cette doctrine pour ne pas devenir des otages du Hamas ou des prisonniers, puisque je vous l'ai dit, j'accepte tout à fait cette idée. Si vous êtes des grands-mères, des enfants et que le Hamas vous ramasse, et ben vous êtes un otage. Si vous êtes une soldate israélienne ou un jeune qui est en âge de faire son service militaire ou qui est réserviste dans l'armée israélienne, vous êtes un prisonnier. Voilà, ça je suis tout à fait d'accord avec les gens qui ont fait ces observations. Et pour moi, les Palestiniens sont des prisonniers. On peut jouer sur les mots en disant eux aussi sont retenus en otage, etc. Moi, j'insiste sur le fait qu'en les qualifiant de prisonniers, ils rentrent dans deux catégories potentielles qui sont très importantes en termes de droit international, et il faut pas l'oublier. C'est celle de prisonniers politiques, tout d'abord, et celle de prisonniers de guerre, et non pas de prisonniers de droit commun. Et on peut donc dénoncer qu'effectivement certains qui mériteraient par leur statut tout simplement d'être des prisonniers de guerre ou des prisonniers politiques ne sont considérés que comme des prisonniers de droit commun sans aucun droit de défense. C'est-à-dire que les principes de l'habeas corpus ne s'appliquent absolument pas à eux. Hein, on a suffisamment de témoignages parmi ceux qui sont libérés, justement. On voit bien dans quel état ils sont. D'ailleurs, par rapport à certaines images qu'on peut voir des Israéliens qui sont libérés, où des fois on peut se demander est-ce qu'ils ont bien été retenus dans des conditions aussi atroces que celles qu'on nous décrit. On verra après les interrogatoires. Là, il y en a certains, je les ai vus. Là, ils ressemblaient vraiment à des types qui avaient passé plus d'1 an sans voir la lumière du jour. Mais d'autres avaient l'air un peu moins marqués. Je dis pas qu'ils n'avaient pas l'air marqués, hein, soyons bien précis. Ils avaient l'air un peu moins marqués que ce que la situation dans laquelle ils se sont trouvés on aurait attendu de les voir. Voilà. Alors que là, le dernier que j'ai vu, c'était un jeune homme. Le pauvre, il était dans un état catastrophique, comme le sont la majorité des Palestiniens qui sont échangés en ce moment. Et on n'a toujours pas de nouvelles pour savoir si Marwan Barghouti fera ou non partie des prisonniers politiques. Marwan Barghouti est un prisonnier politique. Maintenant, donc, sur le terrain, donc, on a assisté à ces mouvements d'échange, hein, entre, 3 Israéliens d'un côté, 183, prisonniers palestiniens qui venaient de la prison d'Ofer. Et en même temps, donc, on a vu Tsahal, se retirer complètement du corridor en partie, du corridor de Netzarim, hein. Donc, on a vu ces images de ce qu'est ce corridor, qui est un véritable désert, c'est-à-dire qu'ils ont tout détruit, ils ont tout cassé au bulldozer des rues, enfin ils ont tout évacué des ruines au bulldozer. Vous avez une espèce d'avenue de champ de tir. Bref.
Je vais m'abstenir de commenter. Parce qu'on sait ce qui s'est passé dans ces zones-là au niveau des civils palestiniens qui ont eu l'audace, les pauvres, de le traverser alors que c'était devenu des free fire zones pour les soldats israéliens. Donc parallèlement à ça, on assiste en Cisjordanie à la poursuite de l'opération Mur de Fer, hein, donc notamment autour de Jenin et dans la province de Jenin. Ça fait donc 3 semaines que ça dure. On a encore 25 victimes de plus côté palestinien. Alors il n'y a pas de détails sur est-ce que ce sont des morts ou des blessés ou des morts et des blessés. Je pense que c'est des morts et des blessés. Et puis on a 20 000 habitants de la ville de Jenin qui ont été chassés de chez eux. Je rappelle que les déplacements de population sont interdits par la Convention de Genève, par les lois de la guerre, etc. On n'a pas à chasser des gens comme ça, à les forcer de s'en aller de chez eux, surtout quand on est une armée qui n'a aucune légitimité pour être en Cisjordanie. Aucune. Voilà. Alors, parallèlement à ça, comme vous pouvez le voir sur la carte, en regardant le cartouche qui est en haut à droite, on a donc eu une partie des troupes israéliennes qui se sont retirées définitivement de la bande de sécurité, selon les Israéliens, au sud du Liban. Il y a des endroits où l'armée libanaise, on a vu les images, a réinvesti les lieux. Et donc avec l'armée libanaise, une partie de la population. Et on a quand même eu, donc dans le même laps de temps, donc on va en parler après, des accrochages dans la zone frontalière au nord avec les Syriens. Donc ça, on va en reparler, en bas du Golan. Ça, c'est l'objet de la fin du point d'aujourd'hui. Et par contre, donc au niveau politique, ce qui est assez remarquable, c'est qu'après les déclarations tonitruantes de Donald Trump, comme c'était prévu, tout ça s'est retombé comme un soufflé, parce que pour le moment, même si Netanyahou, quand il est passé ensuite sur Fox News pour être interviewé, faisait le gars qui était content, etc., que les États-Unis étaient derrière eux, etc. On a bien vu, Trump a dit, ben non, mais finalement, il y aura pas de soldats américains qui ira à Gaza. Alors bon, comment on fait alors s'il y a pas de soldats américains? Il s'est pris, comme on en parlait jeudi, une vague de refus de la part de tous les pays arabes, de la Turquie, et puis s'est joint à ce concert, tout à fait légitimement, la Russie. La Russie a dit les Palestiniens, ils quitteront pas Gaza. Ils sont chez eux. Et Gaza, en droit international, c'est la Palestine. Et je remercie tous ceux qui ont donné les chiffres du nombre de pays qui reconnaissent aujourd'hui la Palestine. Alors vous m'excuserez, je suis fatigué. Je ne l'ai pas enregistré. On est à plus des 3/4 des pays de la planète. C'est la proportion que j'ai conservée dans ma mémoire. Mais voilà, donc aujourd'hui, si il y a quelque chose qui doit se passer à Gaza, ce sera probablement pas ce qu'a déclaré Donald Trump l'autre jour. Une fois encore, beaucoup de bruit pour rien, comme disait Shakespeare. Et sur le terrain, on verra bien ce qui va se passer, parce que pour le moment, ça n'a pas dépassé le stade du déclaratif. Même si Netanyahou s'en est félicité. Alors pour terminer ce très long point, parce que je vous l'ai dit, l'actualité ce week-end, comme un fait exprès entre guillemets, a été très dense. Donc là, vous avez une carte de ce qui se passe au pied du plateau du Golan. Donc vous voyez en marron, c'est le Liban, en bleu turquoise, c'est Israël. Le Golan étant rayé, et puis en vert, c'est le territoire syrien. Donc pour ceux qui connaîtraient pas bien la région, vous voyez à quel point Damas est très proche de la frontière israélienne et très proche du plateau du Golan. Et donc là, les Israéliens sont en train de poursuivre des travaux de terrassement, des travaux du génie pour aménager leur position. Parallèlement, ils continuent de fouiller tout le secteur pour retrouver tous les dépôts d'armes. Parce que vous imaginez bien, cette zone-là étant au pied du plateau du Golan, que les Israéliens ont conquis en 1967 et qu'ils occupent depuis lors en toute illégalité, malgré les positions diplomatiques de Donald Trump pendant son premier mandat, sur cette question où il a reconnu la souveraineté israélienne. C'est une zone qui était l'immédiate arrière-front de l'armée syrienne pour reprendre le plateau du Golan. Donc c'est blindé de caches d'armes, de dépôts, etc. Donc Tsahal continue de mener des opérations pour trouver tous ces dépôts et surtout les vider, puisque comme on l'a souligné la semaine dernière, ça permet ensuite de faire repartir ces armes vers l'Ukraine.
Voilà, puisque l'industrie d'armement occidentale n'est plus à la hauteur pour continuer d'armer les Ukrainiens. Et en même temps, donc, ils aménagent des positions défensives. Et donc, parallèlement à ça, on a vu de nouvelles frappes aériennes de l'armée israélienne sur le territoire syrien. Alors là, on nous dit c'était des entrepôts d'anciennes brigades de l'armée syrienne, c'était des installations qui auraient ou appartenu à la chaîne logistique qui permettait de ravitailler le Hamas. Alors le Hamas en Cisjordanie, pas le Hamas bien évidemment à Gaza. Donc on voit que dès maintenant, comme on l'avait souligné déjà une première fois il y a 15 jours, il y a déjà des frictions. Alors là, il n'y a pas eu d'infrastructures de Hayat Tahrir al-Sham qui ont été visées, mais on voit que Israël continue de se comporter comme elle le veut dans cette zone, qu'elle n'en fait qu'à sa tête, qu'elle applique sa propre loi, qu'elle n'a aucune légitimité. Alors déjà que sa légitimité pour être sur le plateau du Golan, elle est nulle. Mais là, dans cette zone-là, c'est encore pire et personne ne dit rien, vous le remarquerez. C'est-à-dire que c'est une violation complète du droit international. Et ce qui est le plus intéressant, c'est de remarquer également que le nouveau gouvernement syrien d'Al-Joulani ne dit rien non plus pour le moment. Voilà. Donc on verra dans les jours qui viennent et dans les semaines qui viennent comment cette violation du droit international se poursuit de manière tout à fait dans l'indifférence et dans l'impunité la plus totale. Voilà, chers amis, ce qu'on pouvait dire en ce début d'après-midi, puisqu'il est presque 14h du 10 février 2025. Merci pour votre patience, merci pour votre fidélité, et puis je vous souhaite une bonne semaine, et je vous dis à jeudi, et cette fois-ci à partir de 11h sur YouTube pour la mise en ligne du bulletin 89. Bonne semaine, au revoir.